Et nous revoilà sur la clé des ondes 90.10, la radio qui accompagne bien sûr le mouvement social. Et on peut dire que cette rentrée de septembre est particulièrement active et chaude, puisque nous avons tendu notre micro sur plusieurs manifestations qui ont eu lieu. Et pour commencer, nous avons évidemment été présentes sur la place Péberlan pour le lundi 8 septembre, dire bye bye à Bayrou. Et ce fut un rassemblement assez nombreux, très festif, avec beaucoup de participants qui attendaient sur la place la nouvelle, à quel moment ça allait tomber. Et effectivement, c'est tombé. Ça a donné lieu à l'ouverture de bouteilles et à faire la fête pour fêter le départ de ce cher Premier ministre qui a été quand même capable de proposer des mesures absolument ignobles, notamment la suppression de 2 jours fériés. Et puis, il a passé en douce il savait qu'il partait de toute façon, qu'il était caramélisé. Donc, il a passé des mesures totalement antisociales. Et c'était vrai qu'on était content de faire la fête pour dire que, voilà, il fallait vraiment changer de politique et arrêter de faire cette politique d'austérité budgétaire, d'atteinte aux droits fondamentaux comme ceux de la santé, de l'éducation, etc. Donc on a été particulièrement contents de faire ce moment un peu de liesse avec toutes ces personnes qui sont venues pour dire que non, il fallait arrêter toutes ces politiques et il fallait absolument changer de cap. Et tout en rappelant évidemment les dates qui étaient importantes cette semaine-là. Et évidemment, on a annoncé plusieurs fois la manifestation du 10 septembre. On bloque tout, bloquons tout, enfin voilà. C'était ce mouvement qui avait été initié à la fois par un mouvement citoyen et aussi par un certain nombre de syndicats qui ont appelé à cette mobilisation. Première grande mobilisation, on dira, depuis celle de la réforme des retraites, celle qui s'était succédée pendant 1 an pratiquement et qui s'était terminée malheureusement par le fait que le gouvernement était resté droit dans ses bottes et n'avait absolument pas renoncé aux 64 ans. Et donc là, on a annoncé le 10, et le 10, évidemment, nous étions là, dans une manifestation appelée Place des Quinconces, qui était quand même inédite parce qu'elle était très, très nombreuse. Il y avait au moins 15 000 personnes à Bordeaux qui s'étaient réunies pour manifester, avec ce mot d'ordre pour dire il faut que ça s'arrête. On n'est pas condamné à vivre avec des gouvernements qui renient la parole des élections, qui renient les revendications principales, et notamment sur le budget, évidemment, les annonces qui sont faites sont absolument atroces, avec des 44 milliards d'économies, avec une économie de guerre, avec des atteintes fondamentales au monde du travail. Donc ce 10 a été marqué par la présence massive, extrêmement massive, de la jeunesse. On a vu énormément de jeunes se joindre au cortège avec une ambiance extrêmement mobilisée, extrêmement joyeuse et revendicative, avec des associations comme l'AG féministe, qui étaient fort nombreuses. On a vu des cortèges syndicaux assez impressionnants, notamment du côté de Solidaire, la FSU, la CGT. On a vu dans la manifestation beaucoup de panneaux, d'écriture qui étaient très intéressantes sur la période. Et c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur de voir qu'on avait réussi, en lançant ce mouvement, à réunir autant de monde à Bordeaux, mais aussi dans toute la France. Tout à fait. On avait un gros cortège pour Gaza aussi. Beaucoup de gens qui soutiennent le peuple gazaoui, qui souffre beaucoup, et toujours. Donc c'est vrai qu'il y avait... tout le monde était là pour revendiquer une société un peu plus humaine. Et puis il y a eu des actions assez marrantes, comme il y a le AK devant chez Hermès, qui est quand même un pourvoyeur
voilà, de luxe, mais en même temps qui exploite énormément pour ses parfums et ses produits les pays des pays dominés, on va dire, et qui méprise totalement les peuples de ces pays. Et donc, ce haka a eu un sacré succès parce que c'est vrai que voilà, c'était un visuel intéressant avec des paroles intéressantes sur ce à quoi il faut absolument renoncer, c'est-à-dire l'exploitation des ressources des pays en voie de développement, comme on disait avant. Et puis, il y a eu aussi, à la fin de la manifestation, l'enterrement symbolique du CAC 40 et du capitalisme financier, on va dire, avec une opération de la CGT, avec des grands cercueils qui étaient tout dorés et qu'ils ont amenés dans le cimetière de la Chartreuse. Et c'est vrai que c'était voilà, des animations qui étaient intéressantes parce qu'elles étaient amusantes et en même temps, voilà, ça disait bien ce que nous, on veut dire dans ces manifestations. Donc, voilà, cette manifestation du 10, elle est vraiment à marquer une pierre blanche, on va dire, parce que elle a été particulièrement nombreuse et particulièrement réussie. Et puis ensuite, évidemment, après le 10, eh bien, il y a eu le 14. Alors, le 14, tu peux nous parler de ce qui s'est passé à Darwin ? C'est-à-dire quand ? L'Assemblée générale de dimanche. Enfin, le climax. Oui. Climax. Ah oui. Bon, alors ça, c'était hier et avant-hier. Du coup, ça n'avait pas de lien forcément. Mais en fait, il y avait pas mal d'associations militantes qui étaient présentes. Et nous avons eu des gens qui ont fait des interventions aussi très intéressantes. Alors moi, je suis allée voir Paul Watson, vraiment avec des positionnements très très clairs, anticapitalistes, vraiment de gauche, voire d'extrême gauche. Voilà, j'ai adoré son intervention. Alors, j'avais vaguement entendu parler il avait été décrié sur des problématiques. Il en a parlé de racisme. Alors pas du tout, là, je vous rassure, il n'y a absolument pas de positionnement raciste. Au contraire, il a dénoncé le racisme fondamental de Trump et de toute son équipe. Donc moi, j'étais ravie de découvrir cet homme. Je m'étais pas trop intéressée à lui, mais vraiment extraordinaire. Et il continue en fait à défendre. Alors là, c'est les orques. Il nous a expliqué qu'il y a les orques qui sont attaqués là du côté de l'Andalousie, en bas de l'Espagne là. Je crois que c'est au niveau du détroit de Gibraltar. Enfin, il y a des problèmes parce que les orques viennent jouer avec les bateaux. Et du coup, ils en ont coulé 1, 2, 3, 4, je crois. Et du coup, les gens commencent à les attaquer, leur tirer dessus, à les tuer. Enfin bon, voilà, toujours les mêmes choses. Donc, il continue son combat. Il a 72 ans, cet homme, quand même. Et donc, voilà. Et donc, il était avec une de ses collaboratrices qui disait que elle était amie avec lui, et comme elle est d'origine maghrébine, s'il était raciste, elle ne pouvait pas être amie avec lui. Enfin bon, en tout cas, moi, j'ai pas de doute sur la sincérité de cet homme. C'était vraiment très très chouette. Et on a rencontré plein d'assos qui étaient là. Moi, j'étais présente pour les arbres citoyens. Il y avait Extinction Rébellion. Enfin, il y avait beaucoup d'associations sur les thématiques écologiques, mais pas que. Voilà. Sur la résistance. Il y avait un stand aussi pour Gaza, avec nos amis de Palestine 33, les Juifs pour la paix. Enfin bon, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'interventions. Il y avait, je sais pas, sur les interventions, il y avait peut-être 300 personnes, 200, je sais pas. C'était vraiment très très riche, très intense. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Alors ensuite, au même moment, on va dire, il y avait donc cet appel, puisque le Rassemblement national avait décidé de faire sa rentrée politique au Parc des Expositions à Bordeaux-Lac. Et donc, le collectif Interorga, qui comprend des syndicats, des associations, donc il y a la CGT, la FSU, Solidaire, il y a Greenpeace, il y a Oxfam, il y a SOS Racisme, il y a la Ligue des droits de l'homme, etc., avait appelé à faire donc une contre-manif, on va dire, ou enfin une réponse, en tout cas dans la rue, sur l'extrême droite, ce parti de racistes et de gens qui sont absolument dangereux et à combattre. Et alors là, on peut dire que en fait, il y a quand même 2 poids 2 mesures dans notre pays, puisque je pense que le Rassemblement national n'a eu aucun problème avec la police pour faire ses actions sur Bordeaux.
Mais que par contre, là, lorsque nous sommes arrivés place de la Bourse, alors au départ, il y avait le fourgon solidaire avec autour le rassemblement qui arrivait, on va dire, tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui venaient. Il y a en gros 350 personnes qui étaient présentes. Et tout d'un coup, on a vu arriver une petite compagnie de CRS qui a commencé à nasser le rassemblement en repoussant en particulier les personnes jeunes qu'ils avaient ciblées, en les repoussant et en les nassant pour faire des contrôles d'identité. Et visiblement, il y a eu une interpellation. Alors, je pense qu'ils ciblaient les jeunes, effectivement, qui avaient des masques. Alors, nasser, ça veut dire enfermer des manifestants, voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils les encerclent, et puis ensuite, ils les contrôlent, et voilà. Donc, on a eu droit à cette opération de police qui était totalement injustifiée, puisqu'il n'y avait strictement aucun trouble à l'ordre public. Le rassemblement était déclaré. Il n'y avait pas eu l'ombre d'un problème. Et pourtant, ils se sont jetés sur ces jeunes, et ils ont... Apparemment, on a aussi vu que, en arrivant même à la manif, il y avait eu des interpellations. Je suppose sur la base de photos ou de... Je ne sais pas comment ils avaient eu les signalements. Voilà, donc ça nous pose le problème de la protection de la jeunesse par rapport à la répression policière, et puis aussi, probablement aussi aux attaques possibles de l'extrême droite contre eux. Et ensuite, ce qui était quand même extrêmement choquant, c'est que nous avons eu évidemment un drone qui nous a filmé pendant tout le temps du rassemblement, alors que la préfecture de la Gironde vient d'être condamnée par le tribunal pour une utilisation abusive de drones, et elle a même condamné des sanctions financières ou à plusieurs associations comme la LDH, comme le syndicat solidaire qui avait déposé plainte, comme d'autres qui avaient déposé cette plainte. Et pour autant, dimanche 14, on a eu encore un drone en train de nous filmer. Alors bon, évidemment, le rassemblement a eu lieu, il y a eu des prises de parole, il y a eu enfin voilà, on a fait ce qu'on devait faire, mais ça avait quand même très très mal commencé. Et on peut se poser la question, voilà, de l'équité, entre guillemets, quand il s'agit de taxer et de réprimer le mouvement social qui revendique, et à juste titre, des droits sociaux, et puis la couverture, et on a eu évidemment une couverture médiatique du Rassemblement national, une page entière dans Sud-Ouest, avec la photo de Marine Le Pen, et c'était quand même un parti, il faut le rappeler, qui a été fondé par des nazis, qui a eu Jean-Marie Le Pen, qui était un tortionnaire en Algérie, qui diffuse des idées xénophobes, racistes et antisémites. Et pourtant, voilà. Et sa fille, Marine Le Pen, trouvait ça drôle. Moi, on revoit les vidéos quand il suffit de taper sur les propos nazis des Le Pen. Et elle rigolait quand son père faisait ça. Donc, elle s'est retournée très très tard, soi-disant pour le cadrer, peut-être pour prendre un petit peu le pouvoir sur le parti. Mais on peut douter quand même du fond de Marine Le Pen, d'autant plus qu'elle a adopté un langage de gauche qui n'est pas le sien, pour se faire croire qu'elle est du côté du peuple. Et lorsque des mesures pour le peuple, pour la population, on va dire plutôt, en France, est proposée, comme l'augmentation du SMIC, et elle est contre, fait toute son équipe ici, dès qu'il y a quelque chose pour améliorer la situation de la population, elle est contre. Donc on peut arrêter, faut douter de sa sincérité, quoi. Il faut arrêter. Et on peut penser aussi qu'aujourd'hui, finalement, le patronat, vu les dernières déclarations du MEDEF, voilà, il trouverait très très bien que ça soit l'alternative politique du côté de l'extrême droite. Voilà. Et puis le gouvernement également, il s'assoit sur des idées d'extrême droite et des actes d'extrême droite. On a vu la violence qui a été déchaînée contre les Gilets jaunes notamment. Voilà, donc ça suffit, il faudra que ça s'arrête. Et on va partir sur le journal de RFI. Artfest, en partenariat avec RFI. Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Les midis à Paris et 10h en temps universel.
Le journal, c'est tout de suite avec vous, Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette. Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une de ce journal, des tensions diplomatiques entre la Roumanie et la Russie. L'intrusion d'un drone de Moscou dans l'espace aérien roumain samedi fait encore couler beaucoup d'encre. La Russie répond aujourd'hui en accusant l'Ukraine. En parallèle, nous irons dans la région de Dnipropetrovsk, où l'armée russe revendique la prise d'une nouvelle localité. Reportage de nos envoyés spéciaux dans un instant. Le Qatar organise aujourd'hui un sommet de dirigeants arabes et musulmans. Il souhaite condamner les frappes israéliennes la semaine dernière à Doha. Dans le même temps, l'ONU annonce une réunion d'urgence demain au Conseil des droits de l'homme. Et puis l'été extrême va coûter très cher à l'Europe. Selon une étude, les vagues de chaleur vont coûter 120 milliards d'euros à l'économie européenne. Preuve de la nécessité de mieux s'adapter au dérèglement climatique. Et suite au vol d'un drone de Moscou dans l'espace aérien roumain ce week-end, cette réaction de l'ambassade de Russie aujourd'hui, c'est une provocation de l'Ukraine, assure-t-elle. Déclaration qui intervient au lendemain de la convocation de l'ambassadeur de Russie par Bucarest. Le ministère des Affaires étrangères roumain a demandé par ailleurs hier à Moscou de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter, je cite, qu'une telle violation de la souveraineté de la Roumanie ne se reproduise. Ces tensions diplomatiques interviennent dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'armée russe a revendiqué ces derniers jours la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, un village situé près de la frontière avec la région voisine de Donetsk. Les autorités ukrainiennes ne confirment pas cette information, mais elles ont décrété l'évacuation obligatoire des femmes et des enfants de plusieurs localités dans la zone. Nos envoyés spéciaux ont suivi une opération d'évacuation dans la région de Pokrovsk, à une vingtaine de kilomètres du front. Reportage d'Anastasia Becchio et Julien Boileau. Devant le minibus jaune et blanc de l'association East SOS, Evgen Pojanski et son fils Vlad, deux colosses de près de 2 mètres, étudient la carte de la région. Aujourd'hui, ils ont décidé de prendre une nouvelle route. Nous voulons essayer de trouver un nouvel itinéraire que l'on pourra emprunter dans les jours qui viennent, parce qu'on comprend et on pressent que la route actuelle sera bientôt attaquée par les drones. Les Russes avancent en direction de cette route et on a le sentiment qu'ils se sont remis en ordre de marche ces dernières semaines. Vlad ouvre la route, Evgen suit au volant du minibus. Le convoi roule à vive allure sur les routes cabossées au milieu des champs de tournesol. La famille a évacué, les attend devant le portail. Les larmes aux yeux, Tetiana, une voisine, fait ses adieux. Ça n'a plus aucun sens de rester. On a vécu toute notre vie ici, mais il faut partir. Des drones Shahed volent ici chaque jour. Mon ami, mon camarade de classe a été tué. Mon mari vient de rentrer du front et il m'a dit, pas de discussion, on s'en va immédiatement. En quelques minutes, Nicolas, sa femme, ses 4 enfants et leur vingtaine de sacs s'engouffrent dans le minibus. Le véhicule s'élance vers une zone moins exposée, laissant derrière lui un petit vélo et une trottinette abandonnée derrière le portail. Anastasia Becchio, Julien Boileau, dans la région de Dnipropetrovsk, RFI. Au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est à Jérusalem aujourd'hui pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils doivent examiner les conséquences de l'attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas au Qatar et surtout de ses conséquences sur les efforts pour aboutir sur une trêve à Gaza. Marco Rubio a également indiqué qu'il comptait discuter de l'offensive militaire israélienne en cours sur la ville de Gaza, mais aussi du projet d'annexion des territoires en Cisjordanie occupés par Israël depuis 1967 dans le but d'empêcher la création d'un État palestinien. Le Qatar, lui, a par ailleurs demandé hier à la communauté internationale à arrêter le 2 poids, 2 mesures pour Israël. Il organise aujourd'hui un sommet arabo-islamique en urgence pour condamner l'attaque israélienne sur son sol. Les dirigeants de 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique et des 22 membres de la Ligue arabe seront présents. La présence du président iranien Massoud Pezeshkian est confirmée, tout comme celui du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Avec ce sommet, le Qatar veut unifier le monde musulman face à Israël. Les précisions de Pierre Olivier. Doha cherche à apporter une réponse collective à Israël. Après les missiles lancés par l'État hébreu mardi dernier sur le Qatar, alors que des médiateurs du Hamas se réunissaient dans leur bureau, l'Émirat veut montrer qu'il réagit et qu'il n'est pas seul. Plus de 70 pays ont répondu à son invitation pour, selon le porte-parole des affaires étrangères qatarien, discuter d'un projet de résolution sur cette attaque qui constitue, je cite, un exemple du terrorisme d'État pratiqué par Israël. Dans le contexte actuel, Doha pourra s'appuyer
appuyé sur le sentiment pro-palestinien de ces pays et sur la crainte que de nouvelles attaques aient lieu dans la région. Une union du monde musulman face à l'État hébreu clairement affichée. Même l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, dont les relations avec le Qatar sont parfois imparfaites, ont déjà affiché leur solidarité avec Doha. Le Qatar garantit qu'il sortira de ce sommet une déclaration ferme et une réponse légale de droit international contre Israël, qui a déjà bombardé l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen et qui poursuit son offensive meurtrière à Gaza et en Cisjordanie occupée. Pierre Olivier, toujours concernant ces frappes israéliennes au Qatar, l'ONU annonce une réunion d'urgence demain au Conseil des droits de l'homme. Ce débat urgent est convoqué en réponse à 2 demandes officielles soumises par le Pakistan au nom des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et par le Koweït au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, a annoncé le Conseil. La météo extrême de l'été 2025 a coûté très cher à l'Europe. C'est ce que rapporte une étude scientifique de l'université de Mannheim publiée aujourd'hui. Et le réchauffement climatique va continuer à rendre ces catastrophes de plus en plus intenses et fréquentes. Rien que les vagues de chaleur, sécheresse et inondations de cet été devraient coûter plus de 120 milliards d'euros à l'économie européenne. Les chercheurs estiment que cet impact va s'étaler sur plusieurs années et appellent les dirigeants européens à prendre des mesures pour limiter ces coûts. Jeanne Richard. Au total, une centaine de vagues de chaleur, presque 200 sécheresses et plus de 50 inondations ont frappé diverses régions de l'Europe, selon les économistes. Et encore, c'est sans compter les feux de forêt, les dégâts dus au vent ou à la grêle. Et pourtant, le coût de ces catastrophes est déjà très élevé, explique Seri Schussmann de l'université de Mannheim, autrice de l'étude. On estime qu'entre juin et août 2025, les événements climatiques extrêmes dans ces régions vont coûter presque 43 milliards d'euros à l'économie et 126 milliards d'euros d'ici 2029. Car ces catastrophes ont aussi un impact sur le long terme. Une vague de chaleur, par exemple, va diminuer le temps passé au travail et l'efficacité des travailleurs, toucher leur santé. Les investissements dans ces régions sont affectés, le secteur de l'emploi, la démographie, jusqu'au secteur du tourisme, par exemple. L'étude montre clairement que les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont plus une menace lointaine, mais qu'ils influencent déjà le développement économique de l'Europe. Il est urgent de s'adapter quand c'est possible, soulignent les chercheurs, qui appellent aussi et surtout à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Jeanne Richard. Et ce lundi, RFI s'intéresse au narcotrafic dans le monde. Anne Kantner y reviendra lors de RFI Midi tout à l'heure. Et dans ce journal, on s'intéresse au Triangle d'Or, en particulier à l'État-Chêne en Birmanie, déjà connu comme l'un des plus grands centres de production de méthamphétamine au monde. Il a enregistré une forte augmentation de la production et du trafic de cette drogue de synthèse. Selon le dernier rapport de l'ONU, les saisies de méthamphétamine ont atteint un record en 2024-2025. 236 tonnes de comprimés ont été saisies, soit une augmentation de 24% par rapport à 2023. Les précisions de Yelena Tomic. L'État-Chêne est l'épicentre du Triangle d'Or. Cette région où se rencontrent la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Après avoir détrôné l'Afghanistan dans la production d'opium il y a 3 ans, la Birmanie connaît désormais une croissance explosive de méthamphétamine. Les explications d'Inchik Sim, expert du bureau régional de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Le coup d'État militaire a contribué à l'augmentation de la production de drogue dans l'État-Chêne. En réaction, les acteurs de la guerre civile ont mis en place des processus illicites. En même temps, il existe une poche de stabilité dans l'État-Chêne où se trouvent les principaux sites de production de drogue. Les principaux points d'entrée de cette méthamphétamine sont la Thaïlande. Des quantités importantes transitent aussi par le Laos vers le Cambodge et la Malaisie. Destination la Chine, le Japon et la Corée, mais aussi l'Inde et jusqu'à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États insulaires du Pacifique. Selon l'ONUDC, l'un des moyens efficaces pour combattre la fabrication et le trafic de meth est de couper les réseaux d'approvisionnement et d'empêcher les groupes du crime organisé de se ravitailler en produits chimiques indispensables à la production de ces drogues de synthèse. Les précisions de Yelena Tomic. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet rfi.fr pour lire nos décryptages et analyses sur le narcotrafic. Vous pouvez notamment retrouver notre article sur la production de drogue, un fléau ancré dans l'histoire et l'économie de la Birmanie. RFI, il est 12h10 à Paris. Tout de suite, on retrouve Emmanuel Bastide. Est-ce que tu m'entends, Gaëlle ? Allô, Gaëlle ?
Ah oui, allô. Ah bonjour. Eh ben, je suis très contente de t'avoir en ligne parce que voilà, vous êtes en grève des ATSEM de Lormont en école maternelle, je pense. Oui, c'est ça. Et vous êtes en grève depuis presque 2 semaines, ce qui est quand même très important, pour demander en fait à la mairie de Lormont la semaine de 4 jours. Est-ce que tu peux nous parler de votre lutte ? Oui, alors en fait, on est donc les ATSEM de Lormont et on est en grève depuis le premier jour de rentrée, donc le 1er septembre. Nous sommes en grève entre midi et 14h tous les jours devant la mairie de Lormont parce qu'effectivement, la commune est passée en septembre à 4 jours. Seulement, la municipalité, donc le maire, veut nous continuer à nous faire travailler sur 4 jours et demi. Nous qui sommes donc ATSEM, agents territorial spécialisés des écoles maternelles. Il n'y a plus les enfants le mercredi et ils nous ont enlevé en fait du temps sur le lundi, mardi, jeudi, vendredi auprès des enfants pour que le mercredi on fasse des heures d'entretien des locaux et d'entretien du centre de loisirs. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'être auprès des enfants. On est toutes titulaires d'un CAP petite enfance. On fait toute partie, tous, parce qu'il y a un homme aussi, de l'éducation des enfants. Et donc, on aimerait être auprès des enfants pour faire le lien aussi avec les parents, au lieu de nous retirer pour nous faire de l'entretien le mercredi. Gaëlle, je crois qu'il faut vraiment expliquer sur cette antenne que les écoles de Lormont, elles sont dans une zone d'éducation prioritaire et qu'il y a vraiment des difficultés sociales extrêmement importantes, des difficultés d'apprentissage scolaire aussi, dont les parents sont un peu éloignés de l'école pour un certain nombre d'entre eux, et que le rôle des ATSEM, c'est un rôle essentiel, puisqu'elles travaillent en équipe avec les professeurs des écoles pour essayer de justement combattre ces inégalités sociales et scolaires. Exactement, oui. C'est le fond de notre combat. Le fond de notre combat, c'est vraiment ça. C'est que on voudrait qu'ils reconnaissent l'importance que nous avons auprès des enfants, parce qu'effectivement, nous sommes en zone d'éducation prioritaire ++. Et nous avons aussi des enfants, donc c'est l'école inclusive pour tous, mais à Lormont, nous avons un grand nombre d'enfants en situation de handicap, qui n'ont d'ailleurs pas forcément de dossier MDPH, qui n'ont pas été notifiés. Donc c'est des enfants qu'on prend en charge en plus de la classe, parce qu'il n'y a pas de moyens mis en place aujourd'hui, donc d'AESH, pour s'occuper d'eux. Et comme vous le dites bien, c'est des familles qui sont éloignées du système scolaire, pour lesquelles on a une grande importance d'être auprès d'eux et de faire le lien. Donc les familles, les enfants, faire les transmissions, dire s'ils ont bien mangé, s'ils ont bien dormi, comment la journée s'est passée. Et dans les horaires que nous propose la mairie de Lormont, ça nous empêche de pouvoir faire cette liaison avec les parents, et ça nous empêche aussi de pouvoir être auprès des enfants comme il le faudrait. Alors je crois qu'il y a quand même une certaine sourde d'oreille de la part de la mairie de Lormont qui n'a pas l'air d'être particulièrement sensible à vos arguments, alors que on sait très bien que les situations sociales sont difficiles, les moyens pour aider les enfants en difficulté sont faibles, et que du coup, en vous redéployant sur des tâches de ménage, finalement, c'est un peu nier votre qualification professionnelle. Oui, c'est nier notre qualification professionnelle, et c'est surtout nier les besoins de l'enfant, parce que donc la commune est en zone d'éducation prioritaire, mais quand je vois que en fait la mairie nous enlève du temps par-ci, par-là, la semaine auprès des enfants pour qu'on ait un certain nombre d'heures pour faire l'entretien des locaux le mercredi, ça n'a plus de sens. Je ne comprends pas leur démarche. Alors que personne ne comprend. Enfin, je veux dire que jusqu'à présent, il y a une articulation entre l'accompagnement des enfants, le travail pédagogique avec les professeurs des écoles, et de l'autre côté, les tâches de ménage qui vous incombent. Donc, je veux dire, jusqu'à présent, le fait que vous soyez présente à l'école en même temps que les enfants
Et les professeurs, ça n'a jamais posé aucun problème. Oui, ça n'a jamais posé aucun problème parce que nous étions à 4 jours et demi. Donc le mercredi, nous étions avec les enfants sur la matinée. Là, les journées se sont allongées le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, nous devons être sur la même présence auprès des enfants. Et je voulais préciser aussi que une chose que nous ne comprenons pas non plus, c'est que nous déclarons notre grève. Nous ne sommes pas obligés de la déclarer 48 heures avant, mais nous le faisons pour le bien des enfants et pour les familles, pour que les familles soient averties assez rapidement pour qu'elles sachent qu'elles puissent s'organiser, et la mairie les prévient au plus tard possible, vraiment la veille au soir. Donc ça aussi, c'est une information qui est importante, c'est qu'on ne comprend pas ce fonctionnement-là qui est normalement, on est tenu de prévenir les familles à l'avance pour qu'elles puissent s'organiser. Oh, oui, en fait, c'est un peu divisé pour mieux régner, c'est-à-dire qu'en espérant que les parents se détournent de votre combat et que finalement ils ne vous soutiennent plus. Je pense. Parce que je ne vois pas d'autre explication en fait. Voilà. Par contre, on va dire qu'on vous soutient. L'AG à Blocontou vous soutient, puisqu'à 17h, il y a un rassemblement devant la mairie de Bordeaux pour soutenir votre lutte. De Lormont quand même. De Lormont, la mairie de Lormont. De Lormont, pardon. En fait. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Et puis, il y a une cagnotte litchi pour les ATSEM de Lormont qu'on peut trouver assez facilement en tapant ATSEM de Lormont litchi sur Internet. Et en fait, on a eu beaucoup de dons. Donc, on remercie tous ceux qui nous permettent de continuer cette grève et de ne pas lâcher. Parce que financièrement, ça serait compliqué. Ça va nous permettre de payer nos jours de grève. On est assez nombreuses. Hein. On est une trentaine à faire grève depuis le 1er septembre. Du coup, on remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui participent avec des messages ou la cagnotte. Franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Alors, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut intensifier d'abord qu'on avertisse bien et que les gens soient conscients des profondes motivations qui ne sont pas du tout corporatistes, qui sont finalement d'avoir un esprit de service public en se disant que si on est là, c'est pour les enfants et c'est pour les accompagner et c'est pour aussi leur permettre d'avoir une scolarité qui soit correcte, et que aujourd'hui cette situation, elle est quand même tout à fait abracadabrantesque, et il faut que la mairie de Lormont se rende compte de ses erreurs et qu'elle revienne sur cette nouvelle organisation du travail des ATSEM, et qu'elle vous permette de travailler en même temps que l'équipe éducative. Voilà, et c'est pas compliqué à comprendre, on va dire. C'est ce qu'on demande, et il faut savoir qu'on fait grève de midi à 14h, mais tous les soirs, on débauche toutes en retard. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les horaires qu'ils nous ont imposés parce qu'elles sont inapplicables dans la relation, dans ce qu'on fait au quotidien avec les enfants. Donc en fait, au lieu de terminer à 16h45 comme ils le demandent, et ça voudrait dire ne pas faire les transmissions aux parents, ne pas être là pour accompagner l'enfant qui pleure parce qu'il doit aller à la garderie, donc ne pas faire la transmission avec les enfants et les autres organismes qui encadrent des enfants. En fait, on fait du bénévolat, on fait 15 minutes de toutes les écoles de Lormont. Hein. Il y a 9 écoles maternelles sur Lormont, et chaque agent fait des heures en plus, des minutes en plus chaque semaine pour continuer à accompagner les enfants au mieux. Et c'est tout à fait honorable, bien sûr, mais il faut quand même que le droit s'applique, le droit du travail, et que vous puissiez faire les horaires corrects, dans des conditions correctes. Et donc, voilà, je crois que l'enjeu, il est là, et c'est pour ça que vous n'êtes pas en train de lâcher, alors que ça fait déjà 2 semaines que vous vous battez. Oui, mais on a la FSU et la CGT qui nous soutiennent aussi également, et je les remercie aussi, on les remercie toutes. Et nous, on lâchera pas cette action, parce que c'est pour le bien-être des enfants, des parents, et pour une valorisation et une reconnaissance de notre métier, de nos missions. En fait, c'est ça qui compte, c'est d'avoir des personnels formés, bien formés, en face des besoins des enfants, et qu'on arrête de brader l'éducation nationale en France. Voilà.
Moi, c'est ce que je pense et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose. Toutes les réformes qui ont eu lieu, elles ont eu pour but de la déshabiller, l'éducation nationale. On a enlevé tous les moyens, on travaille vraiment à flux tendu et c'est pas possible de sacrifier comme ça des générations d'élèves. Donc on vous remercie beaucoup pour votre combat. Surtout en zone d'éducation prioritaire, je ne comprends pas comment ils peuvent imaginer cela en fait. Ça correspond pas du tout à la démarche de la commune. Non, mais en même temps, vous avez bien vu ce qui se passe depuis la rentrée. Il y a eu le collège de Bordeaux-Lac, il y a eu 91% de grévistes. Ils ont toutes les conditions pour être classés en éducation prioritaire et ils ne le sont pas. Ils n'ont aucun moyen. C'est un collège qui est complètement ostracisé, qui n'a aucun moyen. Et toute l'équipe se dit que ce n'est pas possible de continuer comme ça. On est vraiment dans un contexte extrêmement difficile en éducation prioritaire aujourd'hui en France, quoi. Alors que eux, ils n'ont pas reconnu leur zone d'éducation prioritaire. Nous, ça a été reconnu, mais on n'y met pas les moyens. Oui, c'est ça. En fait, on joue sur tous les tableaux, quoi. Oui. Donc, je rappelle qu'il y a une assemblée générale qui va se tenir lundi 15 septembre, aujourd'hui même, devant la mairie. Devant la mairie de Lormont. À 17h, c'est un rassemblement devant la mairie de Bordeaux. Voilà. Et à 10h, de Lormont. Et à 10, je vais y arriver. Les parents sont conviés, tout le monde est convié. Voilà, à 17h, allez aider les ATSEM à Lormont, en rassemblement. Oui, et à 18h, venez nous aider, venez avec nous. Voilà. Et à 18h, il y a l'AG de Blocontou qui se fait à Darwin. Vous pouvez venir aussi pour continuer à faire du lien et qu'on reste en lien avec vous parce que c'est les mêmes luttes, en fait. Voilà, merci Gaëlle beaucoup pour cette interview et puis bon courage. Merci à vous aussi. Et on continuera à être derrière votre lutte. Super, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous allons continuer, si vous voulez bien, avec une petite chanson de Georges Moustaki. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une fidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où qu'on lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Alors, on va passer maintenant les interviews qu'on avait faites dans le cadre de notre happening Bye Bye Bayrou. Et voilà, on va lancer le son. Alors, bonjour, tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Lucina Tirtio, je suis syndicaliste étudiante et je suis actuellement là, effectivement, pour la chute de Bayrou, donc forcément je suis heureuse. Alors, tu penses que là on est à quelques minutes du vote fatal pour lui, tu vois quoi comme scénario ? Alors c'est une très bonne question, il y a plusieurs scénarios qui vont se présenter, forcément il y a celui d'une dissolution qui a tendance à revenir, notamment parce que Macron a fait les consultations. Bon, personnellement ça me paraîtrait assez étonnant dans la mesure où tout le donne perdant et voilà, ça me paraît bizarre. Il y a toujours un peu la menace récurrente de l'article 16 qui peut tomber, qui rappelle quand même qu'on est dans une constitution un peu étrange qui permet de faire, qui donne beaucoup trop de pouvoir à un mec qui a perdu 4 ou 5 scrutins d'affilée, un truc comme ça. Donc bon, niveau scénario, j'avoue que j'ai arrêté de faire des grandes prédictions et j'essaie plutôt de m'adapter, de rebondir dès qu'il se passe un truc. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Donc il peut nommer un Premier ministre, il y a plusieurs candidats, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors connaissant le bonhomme, je pense que dans tous les cas on va se retrouver avec un Premier ministre illégitime. Je rappelle quand même que pour l'instant il appelle que des gens qui ont perdu les élections. Après, est-ce qu'il va aller chercher de plus en plus minoritaire ? C'est une bonne question. Déjà, regarde Bayrou, bon, c'est quand même un gars qui a le seul record qu'il a réussi à battre, c'est le record d'impopularité chez un Premier ministre. Et bon, si ça part sur un Sébastien Lecornu, qui est un de ses très proches, c'est basiquement un gars qui est imposé dans tous les gouvernements car c'est ses yeux, ses oreilles. Bon, il va rien se passer. Bon, si c'est, y a aussi les socialistes qui proposent leur candidature. Bon, après, il faut voir sur quel programme, quoi. Donc, effectivement, toute compromission avec le macronisme sera actuellement, totalement illégitime. Donc, franchement, je n'attends plus rien de la part d'Emmanuel Macron qui ne... C'est pas comme s'il allait nous nommer un sauveur d'un coup à Matignon. Non, il faut. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Il faut qu'il parte. Alors, il y a plusieurs dates qui sont prévues de mobilisation. Il y a des grèves, il y a des blocages et tout ça. Et est-ce que tu penses que, il y aura un mouvement d'ampleur qui va permettre peut-être aussi de se faire entendre avec un programme qui ne soit pas ultralibéral ? Là déjà on va voir un petit peu comment se passe ce 10 septembre. Donc de toute évidence la démission de Bayrou a été placée de façon à tenter de canaliser un petit peu cette énergie, de se dire que le mouvement social se dise Bayrou est tombé, on peut rentrer chez nous. Mais de toute évidence ça n'a pas marché. Donc clairement on va voir comment se passe le 10 septembre, mais c'est déjà un très bon signe de voir que les syndicats qui ont l'air assez suivis appellent aussi au 18, donc ça a l'air de s'inscrire dans un projet pour un mouvement social de longue durée. Quand on regarde un petit peu les endroits où ça s'organise, etc., qu'on écoute les militants, qu'on écoute les gens qui ne sont pas nécessairement des militants, qui sont juste venus, on voit quand même que les mots qui reviennent, c'est Macron démission, toujours, effectivement. Et que la plupart des gens ont l'air d'être motivés pour un mouvement qui s'ancre. Il y a forcément l'image des gilets jaunes qui revient beaucoup. Donc, disons que si on a réussi à faire tomber Bayrou et maintenant on vient pour achever Macron. Alors, il y a quand même, dans le milieu étudiant, à la fois de la colère, mais aussi du désespoir. Ça c'est sûr. Quand même, l'université est attaquée depuis de très nombreuses années. Et clairement, Macron a été une véritable accélération là-dedans. Pour donner un peu une idée, par exemple, suite aux réformes de Macron, aux diverses réformes, les bourses ne sont pas indexées sur l'inflation, alors que l'augmentation des loyers Crous est, elle, indexée sur l'inflation. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Moi, par exemple, je suis boursière échelon 7 qui vit en Crous, tout simplement parce que je n'ai aucun autre revenu et le statut d'orpheline. Et je vois mon pouvoir d'achat s'effondrer. Il y a encore quelques années, je pouvais m'en sortir et là, franchement, c'est très galère. Du coup, effectivement, il y a du désespoir, mais pas nécessairement de la résignation. C'est-à-dire qu'effectivement, là, plus que jamais, quand même, les étudiants se mettent à voir qu'on est potentiellement sur une fin de règne pour le pouvoir en place. Donc, on place énormément d'espoir dans ce mouvement du 10 septembre. En tout cas, sur Bordeaux, moi, par exemple, je suis étudiante à Bordeaux-Montaigne et je sais qu'effectivement, c'est un centre... c'est un centre qui, aux alentours, a toujours été un endroit de mobilisation forte et on ne doute pas une seule seconde que ça le sera toujours. Merci beaucoup pour la clé des ondes.
Merci à vous. Bagne, roule, une taloche, Access nous fait les poches. Cette société qui ne respecte pas les meufs, les queens, les trans et les jolis, il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les meufs, les queens, les trans et les jolis, il y en a assez de cette société. Alors là, on est avec Pierre de la France Insoumise. On est devant la mairie. On attend la chute de ce Premier ministre Oni, on va dire. Je crois qu'il a le record d'impopularité. Ah bah oui, Oni, c'est le bon mot, c'est un mot bien choisi, je crois. Et effectivement, il me semble qu'on n'a jamais vu un Premier ministre avec une telle cote d'impopularité sous la Ve République. En même temps, ça s'explique par les mesures antisociales, de casse sociale qu'il mène depuis le début de son mandat. Et on voit bien que là, tout le pays attend qu'une chose, c'est qu'il tombe. Alors tomber, mais on sait ce qu'on a, et est-ce qu'on a des idées de ce qu'on aura ? Ah bah, les idées de ce qu'on aura, nous on souhaite plusieurs choses. Après c'est le président de la République qui va décider, mais nous ce qu'on appelle de nos voeux à la France Insoumise, et ça depuis un moment, c'est la démission du président de la République. On pense que c'est lui le responsable de toute cette pagaille, de tout ce désordre, et que la seule solution c'est qu'il s'en aille pour que les Français puissent revoter et refaire un choix clair pour qu'une autre politique puisse se mettre en place. Alors connaissant l'égocentrisme de ce personnage, on peut penser qu'il ne va pas démissionner comme ça peut-être, et qu'on va peut-être avoir à nouveau des élections législatives. Ah ben s'il y a une dissolution, s'il y a de nouvelles élections législatives, on est prêt à la France Insoumise à mener le combat dans toutes les circonscriptions de France, et voilà. Alors le problème, c'est que là, aujourd'hui, il y a plusieurs candidatures à droite et à l'extrême droite, puisqu'on a entendu ce cher Bardella dire que lui, il était prêt à gouverner. Ah bah j'imagine qu'il pense être prêt à gouverner, nous on pense qu'il ne l'est pas du tout, et que ce serait vraiment la pire chose pour le pays pour que le RN ait une majorité. Donc on se battra avec toutes nos forces pour que ça n'arrive pas. Alors aujourd'hui, on dit dans les médias que voilà, s'il y avait des élections législatives, c'est pas du tout sûr que la gauche soit majoritaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ben moi je pense qu'aux dernières élections législatives en 2024, sur les 18 sondages il me semble qui ont été publiés avant le scrutin, 17 mettaient le RN en tête, alors en tête et surtout avec une majorité. 17 se sont trompés puisque le RN n'est pas arrivé en tête, n'a pas eu de majorité. C'est la gauche, NFP, qui a eu le plus grand nombre de députés. Donc évidemment que les sondages c'est une température à un instant T, mais nous ce qu'on voit et ce sur quoi on compte, c'est l'état du pays, c'est comment on milite et c'est ce que les gens veulent vraiment. Et on se rend compte que nos mesures sont majoritaires dans le pays, et ça depuis plusieurs années, et ce qu'on propose est majoritaire. Notamment la taxation des grandes fortunes, le fait d'arrêter de donner tous ces millions, voire des milliards d'euros aux grandes entreprises qui ne recrutent pas mais qui licencient, qui font des profits boursiers. De ce point de vue-là, il y a quand même une ligne de Macron qui est totalement absurde. Bah, absurde, et surtout, il n'écoute pas le peuple. Il n'écoute pas le peuple, mais depuis le premier jour de son mandat, il fait tout l'inverse de ce que le peuple souhaite. Donc nous, c'est ce qu'on a envie de mettre en lumière, oui. Et d'autre part, sur les capacités à faire encore esquiver les problèmes, est-ce que tu penses qu'il peut proposer, par exemple, de mettre une dose de proportionnelle ? Ah bah, qu'il le fasse, ça changera pas le problème, ça éteindra pas le problème, de toute façon. Les mesures qu'il peut proposer, ça va être purement populiste. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment renverser la table et proposer complètement autre chose. Et c'est pas en saupoudrant de mesures pseudo-sociales ou pseudo-démocratiques que les choses vont vraiment changer. On a vu ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de pas faire surtout. Et donc nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on dénonce. On voit bien que là, il y a eu une purge extrêmement sévère pour les services publics, qu'on est quand même à l'os, que ça soit à l'hôpital, mais dans l'éducation nationale aussi. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une grande colère aussi. Ah mais bien sûr, l'état des services publics en France n'a jamais été aussi catastrophique, ça c'est clair. On le voit, je vais parler de mon cas personnel. J'étais contractuel de la fonction publique jusqu'à il y a peu de temps. Mon contrat n'a pas été renouvelé par manque de moyens de l'institution dans laquelle je travaillais. Et ça, c'est juste mon exemple personnel. On voit l'état de l'hôpital public, l'état des mairies, l'état des écoles. Évidemment, j'en oublie, c'est le problème quand on liste des choses, mais c'est pas possible. Il faut absolument changer notre fusil d'épaule et avoir une politique complètement différente.
Et c'est, je pense, un peu le sens de, quand on dit on bloque tout, c'est pour que ça s'arrête. On bloque tout jusqu'à que ça change, oui. Et c'est l'idée de ce mouvement, et c'est pour ça qu'on le soutient. Alors on n'en est pas à l'initiative. Nous, le 10 septembre, on viendra sans fanfare ni drapeau, mais on soutiendra ce mouvement qui est vraiment, je crois, un mouvement important, puisqu'il part du peuple et d'une grande envie de changer les choses, et surtout d'un ras-le-bol, et stop, quoi. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement citoyen qui s'est affirmé et qui a des revendications qui sont finalement très très proches, et l'intersyndicale derrière qui appelle aussi le 10 à faire les blocages, à faire grève et à descendre tous dans la rue. Mais c'est ça. Je crois que tous les syndicalistes qu'on connaît nous font comprendre que c'est la première fois qu'il y a une mobilisation aussi importante qui n'est pas à l'appel des syndicats ou de partis politiques. On voit aujourd'hui aussi des petits commerces qui vont se mettre en grève, des restaurants, des boulangeries. On est venu vers nous en nous expliquant ça. Je crois que c'est quelque chose qui va vraiment toucher une grande partie du pays. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite le plus largement possible. Et merci beaucoup. Avec plaisir, merci. C'est pour la clé des ondes. De télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Alors, on va continuer tout de suite avec les interviews qu'on a faites dimanche 14 sur la place de la Bourse contre les idées d'extrême droite. Bonjour Laurence, tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis Laurence Dautré, co-secrétaire générale du SNETAP-FSU, qui est le syndicat national de l'enseignement technique agricole public, et on dépend donc de la fédération, la FSU. Et bien évidemment, ça me paraissait tout à fait évident d'être présente aujourd'hui à ce rassemblement à Bordeaux contre le Rassemblement national qui démarre sa campagne politique ici à Bordeaux ce week-end. Alors on rappelle que c'est un parti qui est né avec des nazis, avec des gens qui sont racistes, avec des fascistes, et que le relooking fait par Marine Le Pen ne change pas le fond de l'affaire finalement. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faudrait... On n'est pas dupes. On a bien compris qu'en fait, le relooking n'en est pas un. C'est la même idéologie qui est derrière le Rassemblement national. D'ailleurs, ils sont passés de Front national à Rassemblement national. Ça aussi, c'était une façon de se donner aussi une autre image. En tout cas, on n'est pas dupes. Nous, on pense que c'est un parti, évidemment, qu'il faut combattre. Et qu'il faut combattre aussi dans l'enseignement. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous, le SNETAP, en tant que syndicat de l'enseignement agricole, ça fait partie d'une de nos luttes prioritaires aujourd'hui.
Alors, tu peux nous parler de ce collectif Interorga qui organise ce rassemblement-là, aujourd'hui à Bordeaux, place de la Bourse? Alors, c'est un collectif, effectivement, qui regroupe plusieurs organisations, plusieurs fédérations, des syndicats, mais aussi des collectifs et des associations. C'est aussi tout l'intérêt de ce rassemblement qui est transpartisan et qui montre vraiment qu'aujourd'hui, à Bordeaux comme ailleurs, on ne veut pas le Rassemblement national. Alors on voit que tout l'arc nord du département, le Médoc, le Blayais, toutes les zones pauvres en fait, aussi beaucoup, ont élu donc une députée Rassemblement national qui est devenue la première adjointe de Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est bien évidemment cette élection et en fait tous les votes traduisent la pauvreté, la précarité et traduisent aussi chez les jeunes notamment un sentiment de déclassement chez les jeunes et chez les moins jeunes d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ce vote effectivement il perce dans des zones pauvres, précaires, telles que le Nord-Gironde, telles que le Médoc, où on sait très bien que le Médoc, c'est un cumul de très très grandes richesses et de très très grande pauvreté. Voilà, donc je pense que ces votes-là traduisent cela. Et c'est pour ça que dans les établissements scolaires du Blayais, il est important de sensibiliser tous les jeunes, de leur dire ce qu'est le Rassemblement national, de dire que ce n'est pas ce parti-là qui est en faveur des plus précaires, ce n'est pas ce parti-là qui va faire des mesures sociales. D'ailleurs, on le voit quand on regarde les votes à l'Assemblée nationale. Donc oui, pour nous, c'est vraiment un vote qui traduit le déclassement, la précarité et la misère. Alors bizarrement, effectivement, le Rassemblement national a été adoubé par le MEDEF. Les grands patrons, finalement, se préparent peut-être à gouverner avec un président ou une présidente Rassemblement national. Et de ce point de vue-là, la campagne d'idées, de lutte contre les idées, elle se fait sur le terrain alors. Oui, pour moi, il est évident que la campagne, elle doit se faire sur des rassemblements tels qu'on est en train de le faire aujourd'hui, bien évidemment, mais aussi sur le terrain, auprès des agents de la fonction publique, puisqu'on connaît très bien les positions du Rassemblement national sur la fonction publique. Donc je pense notamment aux hôpitaux, je pense aux écoles, je pense à tous les services publics en général. Je pense bien évidemment aux industries, aux usines, puisque c'est là aussi où sont nourris ces sentiments et ces impressions de déclassement et de misère sociale. Donc pour nous, bien évidemment, c'est sur le terrain et c'est auprès de tous les gens, services publics, ouvriers, tous les gens qui sont aujourd'hui tentés par ce vote, mais à qui il faut dire que ce n'est pas ce vote-là qui va leur redonner espoir et en tout cas les sortir de la précarité. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais dire aussi que le collectif Interorga, il a pour but de former des gens sur les territoires à la lutte contre les idées d'extrême droite, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Il a ce but-là, il a cette vocation. Et on peut citer aussi qu'il y a d'autres associations telles que Visa, qui est une association qui fait aussi des formations et qui aide justement les militants, les syndicalistes notamment, puisque Visa s'adresse aux syndicalistes, à former pour lutter contre cette peste brune. Alors, merci beaucoup Laurence Dautrey pour le SNETAP FSU. La jeunesse formée, le Front National. La jeunesse formée, le Front National. La vieillesse s'emmerde, le Front National. La vieillesse s'emmerde, le Front National. La vieillesse s'emmerde, le Front National. Alors bonjour, tu peux te présenter ? Je m'appelle Éloi, j'ai 30 ans et j'habite à Florac. Alors, on est dans un rassemblement là contre le Rassemblement national et pour combattre ces idées. Et toi, tu es là pourquoi ? Je suis là parce que le RN fait sa rentrée à Bordeaux et moi, je ne peux pas rester inactif. Je veux plus d'égalité dans la société. Il y a une grosse colère qui monte et je pense que le RN n'est pas capable d'y répondre. Les syndicats sont dans la rue la semaine prochaine, le mouvement associatif bientôt. Et on doit pouvoir construire quelque chose ensemble pour une société plus juste. Ce n'est pas le RN qui pourrait y répondre, surtout que c'est un parti de voleurs. Voyons Marine Le Pen. Alors c'est un parti de voleurs, c'est aussi un parti raciste.
C'est un parti raciste, faut pas oublier d'où vient le RN. Ils essaient de se normaliser, nous on n'est pas dupes. Et justement, il faut pouvoir expliquer c'est quoi l'histoire de ce parti, c'est quoi les alliés de ce parti et qu'est-ce que ça fait un parti comme ça au pouvoir. C'est pas anecdotique, c'est pas la même chose que la droite ou même les macronistes, c'est bien plus dangereux que ça et nous on veut faire une contre-société. Alors quand on dit on a tout essayé, on entend ça partout, on a tout essayé, qu'est-ce qu'on va voter? En fait, on a déjà essayé. Non, on a déjà essayé par le passé. Regardez les partis qui essaient aussi dans le monde et même en Europe, ce que ça produit en termes d'inégalité, de rejet de l'autre, de violence que ça peut générer. Moi, je pense qu'on n'a pas tout essayé. Une vraie politique de gauche, on n'a pas encore vraiment essayé. Une politique de progrès social, une politique où on monte les salaires, où on permet à tout le monde de vivre ensemble. Une société ouverte, de tolérance. Ouais, je pense que ça, on peut essayer. Alors ça, c'est une excellente idée. Et d'autre part, il y a quand même aujourd'hui une espèce de tapis rouge. On voit qu'aujourd'hui, dans Sud-Ouest, il y a une page entière avec la photo de Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il faut faire très attention justement au rôle de chacun, que ce soit les médias, que ce soit le mouvement social. Et aujourd'hui, on sent venir quand même quelque chose, même de la part du grand patronat, surtout de la part du grand patronat, de laisser une place plus importante au Rassemblement national. Quand on vient dire qu'un des programmes économiques les plus crédibles de la part du grand patronat, c'est notamment Jordan Bardella, je pense que c'est très dangereux de dire ça. Le Parti socialiste a fait des propositions dernièrement. Par exemple, je pense que c'est plus crédible. Je te remercie beaucoup, Éloi. Merci beaucoup. Pour la clé des ondes. Merci beaucoup. Alors, pendant les interviews, vous entendiez libérer nos camarades parce que j'ai fait... En fait, c'était au moment du nassage, quand la troupe de CRS a nassé un certain nombre de jeunes qui étaient présents à ce rassemblement. Et donc, voilà où on en est. Bonjour Françoise. Bonjour Graziella. Alors, moi, je vais parler d'historiens aujourd'hui. Ben, c'est super. Historiens qui participent aussi à la lutte. Voilà. D'une autre façon. Et alors, la parole à Françoise et à notre historienne préférée. Oui, moi je ne suis pas tout à fait historienne quand même. Hein. Bon, enfin bref, dans ces temps donc où les luttes sociales vont se développer, je vais en évoquer quelques-uns justement, peut-être vous les connaissez déjà, des historiens qui, au contraire d'une majorité d'historiens qui n'évoquent que les grands événements et surtout que la vie des classes dirigeantes comme acteurs, eux se sont intéressés à l'histoire des résistants, au peuple, à ceux qui créent la richesse, à ceux qui se révoltent et qui font véritablement l'histoire. Bref, l'histoire populaire, celle de ces combats, comme nous sommes en train de les mener. Un des premiers, il y a très longtemps, qui m'avait marqué, Georges Duby, mort en 96, qui faisait figure d'exception, surtout parmi les historiens du Moyen-Âge qui étaient souvent très réactionnaires. Lui faisait appel à l'ensemble des sciences sociales. Il analysait avec précision la société et le fonctionnement des rapports sociaux de la société féodale, y compris de toutes les couches populaires, diamétralement donc différents des autres approches. Un autre historien anglais, Edward Palmer Thompson, était spécialiste de l'histoire sociale du Royaume-Uni et en particulier, il a publié de nombreux ouvrages sur les combats du monde ouvrier. Mais revenons un peu plus près de nous dans le temps. Aux États-Unis, aujourd'hui, suite à l'assassinat du militant d'extrême droite Charlie King, le 10 septembre, Trump accuse la gauche radicale sans aucune enquête. Une véritable campagne de haine se déchaîne englobant l'ensemble des démocrates. Un journaliste d'extrême droite, Matt Forney, a même déclaré, a posté, « Tous les responsables politiques démocrates doivent être arrêtés et le parti démocrate interdit, rien que ça. » Alors, évidemment, l'extrême droite française embraye le pas. Zemmour, Bardella, qui déclare « Nous sommes tous des cibles de l'extrême gauche woke ». Marion Maréchal, qui en a profité pour faire le lien avec la journée de mobilisation du 10 septembre, en déclarant « Ici, comme aux États-Unis, la gauche radicale veut la guerre civile. » Oui, d'une certaine façon, oui. Quel rapport avec les historiens, vous me direz? J'y viens. Eh bien, Trump ne s'y est pas trompé. Et il attaque violemment l'un de ses historiens en déclarant « Nos enfants sont instruits à partir des tracts de propagande comme celle d'Howard Zinn, donc l'historien, qui tente de faire honte aux étudiants de leur propre histoire. La gauche a dénaturé et souillé l'histoire américaine, dit-il. Qu'en est-il justement de cette œuvre
auquel il fait référence, d'Howard Flynn, qui publie en 1980 aux États-Unis, traduit beaucoup plus tard en France en 2003, édition Agone, Mémoire sociale, une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Dans cet ouvrage, loin des mythes des pères fondateurs, proche de la réalité du peuple, Zinn donne la parole aux Indiens, aux esclaves, aux ouvriers en lutte, durant toutes les périodes de l'histoire des États-Unis, 5 siècles, dans les grands moments de rupture. Et donc, Zinn a fait une rupture nette avec l'histoire traditionnelle et devient une arme idéologique pour poursuivre la résistance. Effectivement, la droite et l'extrême droite ne s'y trompent pas et le désignent comme ennemi à abattre. Pour ceux qui sont d'ailleurs aux amis du monde diplomatique ou qui peuvent y accéder, le 17 septembre, une première partie de cette histoire a été filmée et sera diffusée à 18h, suivie d'un débat autour de l'attaque de Trump vis-à-vis de Zinn, justement, qui s'en prend à cet historien. C'est un débat animé, entre autres, par Daniel Mermet et Benoît Bréville, directeur du Monde diplomatique. Revenons en France pour évoquer la sortie en 2018, toujours à la même édition, à Agone, collection Mémoire sociale, l'énorme travail de l'historien Gérard Noiriel, qui publie une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours. Gérard Noiriel, historien, déjà connu pour ses écrits sur l'immigration, nous apporte ici un énorme travail sur la place et le rôle du peuple dans tous les événements de l'histoire et les grandes luttes. Gérard Noiriel présente son œuvre. La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà, c'est une histoire qui sert pour notre cause aujourd'hui. L'histoire est claire et peut aider pour le présent. Ce qui permet d'affirmer le caractère populaire de l'histoire de France, c'est le lien social, c'est-à-dire les relations qui se sont nouées entre ces millions d'individus assujettis au même État. En fait, il a voulu éclairer la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les luttes qui jalonnent. Là aussi, les mythes identitaires sont mis à mal à travers les grands moments nationaux ou coloniaux. Une adaptation libre de cette œuvre a été reprise dans la lignée de Zinn et de Noiriel par Laurence Decoq, intitulée Histoire de France populaire, d'il y a longtemps à nos jours. Même éditeur, même collection, sortie en 2024. L'autrice déclare, entre autres, à propos de l'histoire, dans l'histoire, il ne faut jamais parler des émigrés, ni des femmes, ni des luttes ouvrières. Il ne faut pas parler des gens ordinaires, donc. C'est-à-dire de tous ceux et celles qui sont aussi le moteur de l'histoire, dit-elle. Donc, le roman national qui est appris, c'est une histoire comme une autre, mais rien à voir avec une véritable histoire scientifique. Une autre historienne, Michèle Tancarini-Fournet, écrit « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours ». Même recherche et même souci de redonner toute leur place aux couches populaires, à leur lutte, en englobant plus particulièrement non seulement l'Hexagone, mais aussi les peuples colonisés. Cette même auteure, d'ailleurs, a publié aussi « Sorcières et sorciers », Histoire et mythes, notamment en montrant comment les femmes étaient des victimes dans cette affaire. C'est bien de le relire aussi, à l'heure où il y a tant de féminicides dans le monde et en France, et même si on regarde le sort des Afghanes face au séisme qui a touché l'Afghanistan, on peut être affolé et penser qu'il faut redonner tout son sens à ce combat. Voilà, en conclusion, je voulais rendre hommage à ces quelques historiens, et il y en a bien d'autres, bien sûr, qui, contre vent et marée, s'imposent dans ce champ de recherche l'histoire qui a souvent nié ou ignoré totalement les couches populaires dans leur existence, mais aussi dans la construction de l'histoire de leur pays. Et aujourd'hui, on peut trouver dans ces œuvres de quoi nourrir les résistances et les luttes actuelles. Et je crois que ça serait bien qu'on les relise ou qu'on les lise pour la première fois. Voilà.
Mais c'était super, Françoise. Merci beaucoup pour cet éclairage et toute cette bibliographie. On a beaucoup de lectures à faire. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Entre deux grèves. Allez, à la semaine prochaine. Ouais. Salut, Françoise. À bientôt. Je voulais juste faire un petit clin d'œil pour dire que Jean-Pierre Lefebvre, qui est à la Clé des Ondes également, fait un gros travail pour mettre en lumière les écrivains populaires aussi. Il a fait déjà un gros travail là-dessus. Et je crois qu'il va sortir un livre très bientôt. Il est en train de préparer Jean-Pierre Lefebvre. Voilà, un petit coucou à Jean-Pierre. Voilà. Et on a le temps d'écouter un tout petit bout de Patti Smith. Alors, il faut que je la trouve. Non, moi, c'est pas grave. On va passer à l'agenda militant. Alors, un tout petit bout de Yaraya, juste le début de. Allez, juste Yaraya, le début de la chanson. Parce que ça embête certaines personnes. Ok. Alors, on revient à l'agenda militant. Donc, on vous rappelle que ce soir même, on est le lundi 15 septembre, à 17h, on a rendez-vous devant la mairie de Lormont pour soutenir la grève des ATSEM. Et qu'ensuite, à 18h, il y a une assemblée générale à Darwin. Voilà, pour le mouvement Bloquons tout, pour notre mouvement social en cours. Ensuite, évidemment, on vous donne rendez-vous mercredi à la place Péberlan, où il y a lieu le cercle de silence pour Gaza, entre 18h et 18h30. Et enfin, jeudi, grand jour, le grand jour, ce sera notre grand jour de la semaine, avec un appel de l'intersyndicale à la grève et à la manifestation qui aura lieu, son départ aura lieu à 14h, donc le jeudi 18 septembre, place de la Bourse à Bordeaux. Eh bien voilà, nous arrivons au bout de notre émission. Alors est-ce qu'on remet un petit jingle ? Allez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.